Un médecin légiste, je ne sais pas ce que c'est. Bon, je ne sais rien quoi. Un médecin légiste, c'est quelqu'un qui est chargé d'autopsier les cadavres, de répertorier quand ils sont morts et quelle est la cause de leur mort. On le retrouve dans les films policiers et la vision du profane fait du médecin légiste ce personnage chargé de ne résoudre que les affaires de meurtre. Cependant, le légiste a d'autres domaines d'intervention. Alors, quel est son véritable rôle? Le médecin légiste est avant tout un auxiliaire technique de justice. Donc, il va éclairer la justice chaque fois qu'il va se poser un problème qui nécessite donc l'intervention d'un médecin et en particulier d'un médecin légiste. Le domaine d'expertise du médecin légiste est donc la médecine légale. Ce spécialiste est d'abord médecin de formation avant de compléter cette formation par des connaissances juridiques. Mon contact avec la médecine légale date de 1996. Il faut d'abord, avant tout, être médecin. Donc, la formation de médecin ici en Côte d'Ivoire, bon, ça dure en moyenne 8 ans, sans compter les années de thèse. Bon, donc, selon la rapidité avec laquelle l'étudiant finit sa thèse, ça peut durer plus. Et quand on a eu le diplôme de docteur d'État en médecine, il faut maintenant se spécialiser. Donc, la spécialisation de la médecine légale dure 4 ans. Le médecin légiste peut agir avec ou sans réquisition judiciaire émanant d'un représentant du procureur de la République ou d'un officier ministériel. Lorsqu'il agit sans cette autorisation, il ne peut effectuer que de simples constats. Le médecin légiste, dans ce cadre, va s'intéresser spécialement aux situations de violence. Donc, quand on parle de situations de violence, il faut y voir les coups et blessures, que ce soit volontaire ou involontaire, y compris les agressions à caractère sexuel, notamment le viol. Et donc, dans ce cas précis, ce qu'on demande aux médecins, ou les questions qui se rattachent à ces situations de violence, c'est d'apprécier les conséquences de ces blessures chez la victime, soit pour pouvoir avoir une meilleure appréciation de la gravité de ces lésions pour sanctionner l'auteur. Avec réquisition judiciaire, le médecin légiste, alors, peut procéder à des autopsies. À la recherche du moindre indice, il observe et prélève tous les éléments sur la dépouille qui pourront éventuellement être utiles à la justice afin de reconstituer les circonstances et causes du décès. Une autopsie, en moyenne, dure 2 à 3 heures. L'autopsie ne se fait qu'une seule fois et la seule fois doit être la bonne. Dans les étapes d'une autopsie médico-légale, on commence la radiographie du corps. Ensuite, on va passer donc à l'examen externe du corps. Et quand on a fini ça, on va également apprécier ce qu'on appelle les phénomènes cadavériques. C'est des signes qui vont apparaître après le décès. Quand le corps devient rigide, par exemple, on va ouvrir le corps. Voilà. Et on va constater ce qu'il y a à l'intérieur. Malheureusement, comme toute profession, les légistes rencontrent, eux aussi, des difficultés dans l'exercice de leur métier. Donc, on a besoin d'un service de locaux pour faire les consultations médico-judiciaires et pour pouvoir faire les expertises au profit donc des personnes victimes de violences, des personnes vulnérables, notamment les enfants et les femmes. La Côte d'Ivoire ne compte que 6 médecins légistes, dont 2 femmes. Et depuis septembre 2015, ils ont constitué la Société ivoirienne de médecine légale et d'investigation judiciaire. 3e jour des épreuves écrites du baccalauréat session 2016. Ici, au Collège moderne du Plateau, un centre d'examen bien particulier. 19 candidats non ou malvoyants sont en pleine réflexion sur la philosophie. Un sujet abordable pour les candidats. Je pense que l'épreuve de philosophie est abordable parce que on arrive à comprendre le sujet. Les épreuves sont abordables. Nous avons fait de notre mieux pour nous préparer et nous espérons que le résultat sera en notre faveur. Non loin de là, dans cette salle, les sourds-muets et malentendants tentent de percer la pensée: doit-on défier la légalité pour l'égalité, ou l'essor de la technique doit-il susciter la crainte? En tout cas, 31 candidats handicapés de la vue et sourds-muets regroupés dans ce centre du Collège moderne du Plateau. Ça fait à peu près 5 ans que je suis responsable du service technique et chaque fois, nous composons au niveau du Collège moderne du Plateau.
Et dans les salles, on a un problème de lumière. Parce qu'il faut de la lumière pour décoder. C'est-à-dire ce qui est écrit en braille, il faut l'écrire en noir. Donc quand on a un peu d'obscurité, vraiment c'est difficile pour nous. Leurs places sont bien identifiées dans les différentes salles, mais nous les regroupons dans des salles parce que compte tenu de leur caractère un peu spécial. Donc après la composition, il y a à leur niveau la traduction pour ceux qui sont les non-voyants, les malvoyants. La traduction et la transcription sur les feuilles de copie. Et donc, après tout ce processus, nous intégrons les copies selon les différentes salles. Ça nous prend énormément de temps. Sur toute l'étendue du territoire, ce sont donc 32 candidats malentendants, sourds-muets et non et malvoyants qui affrontent le baccalauréat. Sur les 32, un seul est candidat au bac technique. Étudiant congolais installé à Delhi depuis plus de 2 ans, Arnold Mutombo Mwamba refuse de céder à la peur. Pourtant, les attaques racistes se multiplient autour de lui. L'un de ses amis a été agressé par les nouveaux gardiens de son propre immeuble, juste parce qu'il l'avait pris en grippe. Il lui a appelé Kalou. Kalou veut dire monstre. Et l'ami était fâché. Et pourquoi m'appeler Kalou? Pourquoi tout ça? Et ils ont amené l'ami jusqu'au basement. Il a été tabassé. Il a connu de fractures. Au moment où nous parlons, il a fait une année sans étudier. Regards moqueurs, insultes, discrimination au logement, le quotidien est souvent difficile pour les 30 000 Africains installés dans la capitale indienne. Un étudiant congolais a même été tué à coups de pierre fin mai, après une altercation avec un chauffeur de rickshaw. Et de terribles préjugés persistent. La façon dont ils mangent, boivent, vivent, tout est différent. Les gens disent qu'ils mangent les chiens des rues, des familles ont peur qu'ils découpent leurs enfants en morceaux et les mangent. Face à un tel climat d'insécurité, les ambassadeurs africains en Inde ont menacé de décourager l'envoi de nouveaux étudiants. Forcés de réagir, les autorités indiennes ont mis en place des rencontres de quartier entre Africains et locaux et promis une plus grande vigilance. On forme aussi nos équipes et on demande à tout le monde de contacter la police au moindre incident. On se rendra sur place et on essaiera de résoudre ça sans passer par des actions judiciaires si c'est un problème mineur ou s'il y a eu un malentendu. Mais s'il dépasse les bornes, des mesures très strictes seront prises. La peur, heureusement, ne fait pas partie du quotidien de tous les Africains installés à Delhi. Congolais, Loïc Ipanga, lui, se plaît ici. Il vit dans la capitale depuis 2011 et compte bien y finir ses études. Je considère ce pays comme ma terre-mère aussi, ma deuxième terre-mère. Elle m'a éduqué, elle m'a nourri pendant 5 ans. J'ai appris beaucoup d'histoires à travers les Indiens. J'aime bien leur culture. Comme Loïc, la majorité des Africains en Inde sont des étudiants attirés par le coût de vie abordable, ou alors des hommes d'affaires flairant des perspectives au sein de la 3e économie d'Asie. Une présence précieuse donc pour l'Inde au moment où elle-même tente de percer sur le continent africain, où son rival chinois la devance largement. De jour, Manar Sarhan est dentiste dans une clinique privée du Caire. Mais ce n'est qu'une fois rentrée chez elle qu'elle peut s'adonner à sa vraie passion, le football. À 27 ans, elle est la première femme à avoir percé dans le milieu de l'analyse sportive en Égypte. Évoluer en tant que femme dans le milieu du football me motive à montrer ce que je sais faire. Si j'étais un homme, mon opinion serait automatiquement respectée. Mais parce que je suis une femme, je dois toujours garder une longueur d'avance pour montrer que je sais tout ce qu'il y a à savoir sur ce sport. Manar a commencé par écrire pour un journal indépendant en 2002 avant d'être repérée par les émissions sportives de chaînes satellites. Aujourd'hui, elle apparaît régulièrement sur la chaîne privée CBC et compte des dizaines de milliers d'abonnés sur Twitter. Ibrahim Fayek, présentateur sur CBC, admet qu'avoir Manar sur le plateau a un côté insolite. Les Égyptiens trouvent étrange qu'une femme puisse autant s'y connaître en football. Et ses connaissances sont tout sauf superficielles. Elle a des chiffres, de l'analyse et elle suit de près les dernières nouvelles. Le football est populaire en Égypte et Manar est devenue une experte reconnue, en particulier sur les clubs européens. Une passion qui remonte à son enfance. Elle a toujours voulu jouer au foot, mais il n'y avait pas d'endroit où les filles pouvaient jouer au foot en Égypte. Nous étions prêts à nous déplacer exprès, mais il n'y avait vraiment aucun lieu adapté pour cela. À présent, la jeune femme se projette vers l'Europe. Grande fan de l'ancien joueur français Zinedine Zidane et du Real Madrid, elle rêve de faire carrière en Espagne.
et de pouvoir enfin se consacrer pleinement à sa passion.